Il y a 5 ans, des manifestations monstres secouaient l'Égypte et aboutissaient au départ d'Hosni Moubarak après une révolte de 18 jours. S'en est suivie une longue période d'instabilité politique et l'élection du premier président démocratiquement élu de l'Égypte, l'islamiste Mohamed Morsi. Un président très controversé et chassé du pouvoir il y a 2 ans par les militaires qui ont repris les rênes du pays avec Abdel Fattah el-Sisi à la présidence. Cette reprise en main s'est accompagnée d'une répression féroce contre les opposants au régime. Plus de 1500 morts et 40 000 personnes emprisonnées. Le prix à payer selon les soutiens du régime pour sauver l'Égypte. Mais très populaire au début de son mandat, Abdel Fattah el-Sisi fait aujourd'hui face à de nombreuses critiques. Il est donc pas venu à bout du terrorisme qui s'est développé ces 2 dernières années et les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Conscient que l'état de grâce est fini, le régime a accentué la répression à l'approche de l'anniversaire de la Révolution. Ces derniers jours, des milliers d'appartements perquisitionnés et plusieurs centaines d'arrestations au Caire. Reportage de Assia Chihab et Éric Delavarenne. Ce mur de graffiti en bordure de la place Tahrir est l'un des derniers vestiges de la révolution de 2011. Les martyrs et les principaux épisodes du soulèvement égyptien y sont représentés. Mais il y a 3 mois, des travaux ont commencé pour détruire ou repeindre le mur. Bientôt, il ne restera plus rien de ce mémorial. Ils effacent l'histoire. Les gens ont fait la révolution et cette rue en a été le témoin. Ces graffitis sont la preuve de cette révolution. Maintenant, ils l'effacent pour pouvoir dire qu'il n'y a pas eu de révolte. Aujourd'hui, tout rassemblement est interdit en Égypte, y compris pour commémorer la révolution. Le régime, avec un important déploiement sécuritaire, cherche à étouffer les germes d'une nouvelle contestation qui est d'ailleurs loin d'être plébiscitée. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas de travail. Si quelqu'un aujourd'hui venait à jeter un cocktail Molotov sur le magasin ou dans la rue, ça nous apporterait quoi? Ce sont des jeunes qui sont payés pour semer le trouble. Les jeunes gens respectables ne feraient jamais une chose pareille. L'État doit faire régner la discipline. La révolte, ça suffit. Nous, on veut juste vivre. Début janvier, un nouveau Parlement s'est réuni après 3 ans d'absence. Un retour à la normale et à l'ordre ancien. Lors de la séance inaugurale, on a pu voir des députés dénigrer publiquement la révolution du 25 janvier, pourtant reconnue par la Constitution. La nouvelle assemblée compte majoritairement des partisans du président Abdel Fattah el-Sisi et des proches de l'ancien régime. Pour eux, la véritable révolution est celle du 30 juin 2013, date à laquelle les militaires ont chassé les frères musulmans du pouvoir après des manifestations de masse. Le mouvement du 25 janvier a été planifié en dehors d'Égypte. C'est pour ça que je rejette cette révolution. On a un président intelligent et qui est patriotique. On a un parlement qui a été élu démocratiquement. Donc je pense que l'Égypte a réussi à déjouer le plan occidental qui cherchait à détruire l'État égyptien, comme il l'a fait en Irak, au Yémen, en Libye ou en Syrie. Dans ce climat hostile à la révolution du 25 janvier, la chasse aux opposants se poursuit. Les islamistes, mais aussi les révolutionnaires laïcs, sont considérés comme des traîtres par le régime. Mohamed Ali est membre du 6 avril, un mouvement qui a joué un rôle clé dans la révolte. Le groupe, accusé d'espionnage et d'atteinte à l'image de l'Égypte, est aujourd'hui interdit. Là, c'est Rami El Saïd. Il a été condamné à 25 ans de prison. Et là, c'est Amr Ali, arrêté lui aussi pour avoir appelé à la grève. Tous ses amis et les leaders du mouvement sont actuellement emprisonnés. Mohamed Ali a quitté son domicile pour ne pas risquer de se faire arrêter, lui aussi. Le mouvement du 6 avril poursuivra sa lutte. Peu importe la répression et le nombre de personnes qu'ils arrêtent. C'est une question de principe. On continuera à lutter contre la corruption jusqu'au bout. Les espaces de liberté sont aujourd'hui réduits et la répression plus forte que sous l'ère Moubarak. Mais il existe quelques bulles de résistance. Dans le paysage médiatique actuel, largement acquis au régime, le site d'information Madame Asr est l'un des rares médias indépendants. Bien sûr que c'est compliqué. On sait qu'il y a des sujets qui peuvent entraîner l'interdiction du journal et notre fermeture.
On en discute souvent, mais à chaque fois on se dit que si on commence à se mettre des barrières, à s'interdire de parler de certains sujets parce que ça peut nous créer des ennuis, alors il n'y a plus de sens à notre journal. Alors que des lois antiterroristes très sévères sont des entraves à la liberté d'expression et que de nombreux journalistes sont derrière les barreaux, Madame Asr continue son travail. Le peuple égyptien, et nous aussi, nous avons ressenti ce que c'était que d'être dans une position plus confortable. On a appris à discuter librement de certains sujets et de ne pas avoir peur de toucher à tous les sujets qui nous intéressent. Alors oui, janvier 2011 nous a donné le goût de la liberté et on n'est pas prêt d'abandonner ça. Beaucoup d'activistes qui ont mené la révolution sont aujourd'hui en prison, en exil ou contraints à la plus grande discrétion. Mais sur Internet, dans les universités ou dans les usines, la contestation n'a pas disparu et l'esprit du 25 janvier survit. Direction Israël et les territoires palestiniens occupés. Le scénario est presque toujours le même. Un assaillant palestinien commet un attentat contre des Israéliens. Dans les semaines suivantes, ses parents voient les bulldozers israéliens entrer en action et détruire la maison familiale. Depuis octobre dernier et cette nouvelle vague d'attaques, le gouvernement israélien a remis au goût du jour les démolitions punitives. Une mesure controversée, longtemps abandonnée, car elle avait pour effet principal de renforcer la colère des Palestiniens. Alors pourquoi le gouvernement y a-t-il recours à nouveau, largement, depuis quelques mois? Comment les Palestiniens s'organisent-ils face à ce qui leur apparaît comme une punition collective? C'est le focus du jour et il est signé Pierrick Laurent avec Edith Tiansen. Chaque jour, Shafik Halabi revient avec son fils Mustapha sur cet amas de béton et d'acier, les restes de la demeure familiale. Le 9 janvier dernier, les bulldozers israéliens ont rasé en pleine nuit cette maison de 3 étages. Ils pensent que détruire ma maison va me mettre en colère? Sûrement pas. Je suis triste à cause de la mort de mon fils. Est-ce qu'une simple maison va vraiment me rendre triste? Et ces racistes pensent qu'en faisant cela, ils peuvent arrêter les attaques. Non, ça ne va faire qu'augmenter le nombre des attaques. La maison a été détruite en réponse à l'attaque perpétrée par Mohamed, l'un des fils Halabi. Début octobre, il assassine 2 juifs orthodoxes dans la vieille ville de Jérusalem avant d'être tué par la police. L'une des premières attaques au couteau de la vague de violence qui dure depuis 4 mois. Rapidement, le gouvernement israélien annonce que les familles des assaillants palestiniens verront leur maison détruite. Ce n'est pas une mesure punitive, c'est une mesure dissuasive. Et nous avons déjà observé dans plusieurs cas que la famille elle-même a contacté les autorités israéliennes et a dénoncé une personne qui planifiait une attaque terroriste, parce qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit ensuite démolie. L'efficacité de ces destructions est pourtant contestée depuis des années. Durant la seconde intifada, plus de 660 maisons sont rasées. Mais en 2005, l'armée finit par y renoncer, car la mesure renforce aussi la colère des Palestiniens. Dans le nouvel appartement qu'ils louent, les Halabi reçoivent la visite du psychologue d'une association. Il veut savoir comment la famille réagit à la mort d'un des leurs et à la destruction de la maison. Comment se comportent vos enfants? Mustapha n'est pas un enfant très bavard, mais je suis sa mère et je vois bien qu'il est affecté par la situation. À 9 ans, Mustapha est le cadet de la famille. Il considère son frère Mohamed comme un exemple. Je veux être avocat comme lui, pour protéger nos terres, notre pays. Si Dieu le veut, d'ici demain, la Palestine sera libre. Pour certains observateurs, ces destructions punitives sont contre-productives, car elles attisent l'esprit de vengeance. Mais selon cet analyste, le gouvernement est à court d'options face à des attaques perpétrées par des individus isolés.
Il n'y a pas d'organisation derrière ces attaques, pas de quartiers généraux que vous pouvez cibler. Donc l'idée, c'est surtout de montrer à la population israélienne que le gouvernement fait quelque chose. Depuis octobre, Israël a détruit 29 maisons qui appartenaient aux familles d'assaillants palestiniens. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, la mesure est problématique au regard du droit international. Une puissance occupante ne peut pas imposer de punition collective. Celui qui a perpétré une attaque doit être porté devant la justice, mais sa famille ne peut pas être touchée. C'est illégal de punir l'épouse, la mère, les enfants ou les frères et sœurs d'un individu pour l'acte que lui seul a commis. Face à une mesure collective, la réponse côté palestinien est venue de la rue. Lorsque la maison des Halabi a été détruite, les voisins ont voulu témoigner leur solidarité. Face à l'afflux de dons, plusieurs familles ont organisé en plein centre de Ramallah une grande collecte sur plusieurs jours. De l'argent, mais pas seulement. Si j'ai une cimenterie, j'offre du ciment. Si je gère une carrière, je peux offrir des pierres. D'autres sont plombiers ou électriciens, ils vont offrir leurs services pour reconstruire la maison. Chacun donne à sa façon, mais le seul vrai problème que l'on rencontre ici, c'est de trouver un terrain pour reconstruire. Car Israël nous interdit de rebâtir la maison au même endroit. Ici, Mohamed Halabi est devenu un symbole de la lutte contre Israël. Et la destruction de sa maison ne fait que renforcer la sympathie dans toutes les couches de la société. C'est un devoir pour nous, pour tout Palestinien qui vit avec honneur, c'est un devoir national. C'est pour que nous soyons plus unis, par solidarité. Mohamed est un héros pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous donner un peu d'argent, c'est le moins que l'on puisse faire. Ils ont détruit sa maison et on devrait aider sa famille. À l'heure actuelle, les dons ont atteint l'équivalent de 150 000 €. D'autres collectes de ce type ont aussi été organisées ailleurs en Cisjordanie pour d'autres familles, notamment à Naplouse ou à Jenin. Il est devenu la voix des Palestiniens. Le succès de Mohamed Assaf, vainqueur d'Arab Idol en 2013, dépasse le cadre artistique. Symbole de tout un peuple, son histoire a inspiré un film. La première a eu lieu fin janvier en Jordanie. Il était d'ailleurs présent et acclamé comme une star. Mounia Benaïssa nous en dit plus. Il ne figure pas au casting du film, c'est pourtant lui que les fans acclament. Mohamed Assaf, vainqueur du concours Arab Idol, est venu assister à la première de son biopic. Je voudrais que mon histoire apporte de l'espoir et pousse la jeunesse arabe à suivre ses rêves, et tout particulièrement la jeunesse palestinienne qui vit dans des conditions difficiles sous l'occupation. Son histoire débute en 2013. Âgé de 22 ans, Mohamed Assaf anime jusque-là les fêtes de mariage. Il décide alors de se rendre en Égypte, participer aux auditions d'un concours musical très populaire dans le monde arabe, Arab Idol. Après un voyage semé d'embûches, il décroche son ticket d'entrée à l'émission. Sa voix, qui rappelle celle des grandes figures de la chanson arabe, séduit les membres du jury. Le 22 juin 2013, Mohamed Assaf est déclaré vainqueur de la compétition. Les Palestiniens exultent. J'aimerais que mon fils soit comme Mohamed Assaf et qu'il représente son pays. Son retour à Gaza est un événement national. Qualifiant l'émission de blasphématoire, le Hamas refuse de célébrer la victoire de l'enfant du pays, mais le mouvement islamiste se garde de critiquer la nouvelle star palestinienne. Acclamé à Gaza et en Cisjordanie, le jeune crooner a réussi là où les politiques ont échoué, unir tous les Palestiniens. La victoire de Mohamed Assaf donne aux Palestiniens un grand espoir au regard de la situation politique. C'est leur seul succès ces derniers temps, parce qu'il est vraiment une voix pour la Palestine. Et nous sommes des gens qui aimons la vie et qui voulons vivre en paix. Mahmoud Abbas le nommera dans la foulée ambassadeur de la culture et des arts. Aujourd'hui, rien ne semble arrêter le jeune chanteur palestinien. Mohamed Assaf pourrait bientôt faire ses premiers pas au cinéma en tant qu'acteur. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.